Bienvenue dans le débat. Il est consacré à la rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou à Washington. C'est la troisième fois que le Premier ministre israélien se rend à la Maison-Blanche. Les négociations indirectes en parallèle entre Israël et le Hamas ont repris au Qatar en vue d'un accord de cessez-le-feu à Gaza. Trump dit espérer un accord pour cette semaine, mais aucune percée en tout cas dans les négociations ont lieu selon une source palestinienne. Alors, quel est l'enjeu de cette entrevue entre Trump et Netanyahou? Est-ce justement, oui ou non, un cessez-le-feu à Gaza? Le président américain va-t-il faire pression sur Netanyahou? Que veut le Premier ministre israélien? Iran, Syrie, quels seront les autres sujets? Trump a-t-il un nouveau plan pour le Moyen-Orient? Y a-t-il, oui ou non, un espoir d'apaisement dans la région? Trump-Netanyahou, une trêve en vue? C'est les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Bertrand Besancenot. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur l'ambassadeur, ancien ambassadeur de France au Qatar, également en Arabie Saoudite. Merci d'être avec nous pour ce débat. Nous avons avec nous en direct de Tel Aviv Daniel Ben-Simo. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'être là. Vous êtes journaliste. Merci beaucoup de participer au débat. Il nous manque encore deux invités qui ont un petit peu de retard, mais qu'on attend, le général Trinquant et également Karim-Émile Bittard qui sera avec nous en direct de Beyrouth. Avant justement et en attendant, je vous propose de faire un point en images sur les enjeux de cette entrevue entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump à la Maison-Blanche. C'est avec Alexandra Quarini. Pour la troisième fois en moins de 6 mois, Benjamin Netanyahou est aux États-Unis pour rencontrer Donald Trump. Interrogé à son départ d'Israël, le Premier ministre dit vouloir tout faire pour obtenir un accord et faire rentrer les derniers otages israéliens chez eux. Nous agissons pour parvenir à cet accord dont il a été question, aux conditions que nous avons acceptées. J'ai envoyé une équipe de négociation avec des instructions claires. Je pense que la rencontre avec le président Trump peut certainement contribuer à faire avancer ce résultat que nous espérons tous. La proposition sur la table, négociée en parallèle à Doha, comprend une trêve de 60 jours. Une période durant laquelle le Hamas relâcherait 10 otages encore en vie, ainsi que plusieurs dépouilles, en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Mais le mouvement islamiste a réclamé des modifications, notamment sur les modalités de retrait des troupes israéliennes de Gaza et sur la reprise en main de la distribution de l'aide humanitaire par l'ONU. Des changements jugés inacceptables par Benjamin Netanyahou. Malgré tout, de son côté, Donald Trump se veut optimiste. Je pense qu'il y a de bonnes chances que nous ayons un accord avec le Hamas au cours de la semaine prochaine, en ce qui concerne un grand nombre d'otages. Vous savez, nous avons libéré un grand nombre d'otages. Et en ce qui concerne les otages restants, un grand nombre d'eux seront libérés. Nous pensons que cela sera fait cette semaine. Une première trêve d'1 semaine en novembre 2023, puis une seconde de 2 mois début 2025, avait permis le retour de nombreux otages israéliens en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Sur les 251 personnes enlevées le 7 octobre 2023, 49 sont toujours retenues à Gaza, dont 27 ont été déclarées mortes par l'armée israélienne. Bertrand Besancenot, je parle aux diplomates que vous êtes. D'abord, c'est la troisième visite de Netanyahou à la Maison-Blanche. Le fait que cette entrevue se passe à huis clos, c'est plutôt de bon augure ou de mauvais augure pour un éventuel cessez-le-feu à Gaza? En tout cas, ça montre une chose, c'est que le Premier ministre israélien a un statut particulier, parce que le président ukrainien, lui, a été obligé de subir un traitement tout à fait différent. Là, je pense qu'effectivement, ils veulent discuter sérieusement, parce qu'il y a plusieurs dossiers. En réalité, je crois qu'il y en a 5. Il y a vraiment, en priorité, certainement, sortir de la crise de Gaza. Il y a aussi la question de l'annexion éventuelle de la Cisjordanie, qui est un vrai sujet. Il y a bien entendu d'autres points, c'est-à-dire la question palestinienne et la question donc d'une reconnaissance par l'Arabie saoudite d'Israël. Il y a bien sûr aussi la reconnaissance par le Liban et la Syrie d'Israël. Et puis, il y a évidemment la question iranienne, c'est-à-dire le début des négociations à Oslo qui doit démarrer normalement cette semaine également. Non, ça fait de nombreux dossiers avec tout de même ce tout premier qui est une priorité donnée donc à un cessez-le-feu ou pas à Gaza. Vous voyez ça, vous y croyez à
à ce possible cessez-le-feu? Alors, on sait, et ceci Trump se dit optimiste, il veut, j'imagine, un résultat. Oui, bien sûr. Non, ceci a été dit dans la petite émission juste avant. Effectivement, il y a encore des points qui sont en négociation. Et certains sont durs, ne seront pas si faciles que ça à régler. Cela étant, le président Trump, je pense, a les moyens d'obtenir un accord. On sait qu'il a montré qu'il pouvait finalement faire plier M. Netanyahou dans l'affaire iranienne. Pour lui, c'est important parce qu'il se veut faiseur de paix. On sait qu'il rêve d'obtenir le prix Nobel de la paix. Et donc, je pense que dans cette affaire-là, il tiendra quand même à obtenir cet accord de paix. Donc il va demander à Netanyahou de faire plus de concessions, justement, sur ces fameuses conditions sur lesquelles il ne veut absolument pas revenir. Il demandera aux deux, c'est-à-dire que comme il y a des négociations en parallèle au Qatar, je pense qu'il demandera aux Qataris d'obtenir certaines choses d'un côté et lui-même exigera certaines choses des Israéliens. Donc je pense qu'à partir du moment où il a décidé, où il a annoncé publiquement qu'il souhaitait absolument un accord cette semaine, je pense qu'il l'obtiendra. Daniel Ben-Simon, est-ce que vous êtes d'accord avec Bertrand Besancenot? Vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste sur un cessez-le-feu possible à Gaza? D'abord, je suis totalement d'accord avec ce que l'ambassadeur a dit. Et deuxième chose, je suis optimiste parce qu'on est arrivé à la fin de cette guerre. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment que c'est fini, il n'y a plus grand-chose à faire à Gaza et que les Israéliens sont prêts à sortir, à quitter le territoire très prochainement, dans quelques jours, dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois. Mais il y a un sentiment général que Gaza, c'est fini. Ah bon, et que la seule personne... C'est un sentiment général, d'après vous? Parce qu'on a vu que c'est encore très divisé au sein, en tout cas, du gouvernement de Netanyahou. Là aussi, c'est une évidence. Oui, le gouvernement, cette coalition, c'est la coalition la plus à droite de l'histoire d'Israël. Depuis 75 ans, il n'y a pas plus droite que ça. À côté, c'est le mur. Alors, si on arrive à un accord avec cette coalition, c'est-à-dire que toute autre coalition peut très bien marcher et avancer les choses. Et je crois qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une seule personne qui peut faire pression sur Netanyahou, c'est Donald Trump. Et il est le seul à plier Netanyahou et à le pousser à faire des concessions parce qu'il lit les sondages aussi en Israël. Les Israéliens sont prêts à aller beaucoup plus loin pour avoir les otages et pour finir cette guerre. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Mais sur quoi pourrait-il revenir, Netanyahou, sous pression de Donald Trump, Daniel Ben-Simon, sur l'aide humanitaire, puisqu'en fait le Hamas veut que ça ne soit plus justement cette fondation soutenue par les États-Unis et Israël, mais que ça soit à nouveau l'ONU. Ça, on sait que Netanyahou n'en veut pas. Là-dessus, il pourrait éventuellement céder. Il y a aussi la question de la présence de l'armée israélienne à Gaza. Écoutez, si ça dépendait de Netanyahou, il aurait voulu effacer le Hamas totalement, de Gaza et au-delà de Gaza. Et je crois que les Américains, leur rôle, c'est de trouver le moyen de trouver un rôle pour le Hamas le jour après. C'est-à-dire, ce n'est pas une disparition totale, c'est avoir un rôle mineur et ne pas être les patrons de Gaza. Et je crois sur ça, sur le rôle de Gaza et sur l'arrêt de la guerre. Dans quelles conditions on arrêtera la guerre? Parce qu'il n'y a pas grand-chose à Gaza. On tire sur le Hamas, mais il ne reste pas grand-chose. Alors je dirais qu'on a besoin d'une autorité politique. Et paradoxalement, c'est Donald Trump qui est capable de dire ça suffit, ça suffit, ça suffit. Il parle avec le Hamas et avec Israël. Je ne vois aucune autre personne qui peut dire à Israël d'arrêter, sauf Donald Trump. Le général Trinquant nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir général, merci d'être avec nous. Ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. On faisait un petit point. À votre avis, vous aussi, est-ce que vous pensez que Trump va faire pression à la fois sur Netanyahou, mais aussi sur le Qatar ou l'Égypte pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza, alors qu'on voit que ça continue à coincer sur un certain nombre de conditions que souhaite le Hamas, un certain nombre de conditions que souhaite Benyamin Netanyahou? Oui, mais je pense que M. Trump, qui est le faiseur de paix, ne l'oublions pas, du moins c'est comme ça qu'il s'affirme. Oui, c'est comme ça qu'il s'affirme. Exactement. Mais c'est important pour lui de se reconnaître comme tel, va faire la pression. Et puis, je pense que ce n'est pas par hasard si sur les
les médias israéliens est sorti aujourd'hui un chef de bande qui se réclame comme le futur chef de la bande de Gaza, parce que un chef du Hamas déclare que le Hamas est quasiment anéanti, et que donc un autre chef qui avoue son lien avec Israël, mais avec l'OLP également, Palestinien, donc. exactement, apparaissent aujourd'hui comme quelqu'un qui puisse prendre le relais. Monsieur Netanyahou a besoin de ça en arrivant devant Monsieur Trump pour dire, vous voyez, je réussis mon coup. Et donc, on va pouvoir travailler sur ce sujet-là, parce que M. Trump va lui mettre la pression, c'est certain. Ouais. Les pays arabes, justement, comme allez-y, le Qatar et l'Égypte. Voilà, je voulais ajouter qu'il y a bien sûr la pression du président américain, mais il y a aussi la pression des États arabes, parce qu'en réalité, s'agissant du Hamas, que ce soit l'Arabie saoudite et même les autres pays du Golfe, ils ont été très clairs sur le fait qu'ils étaient prêts sans doute à accueillir des dirigeants du Hamas au Qatar s'il le fallait. Mais en tout cas, s'agissant d'un rôle de dirigeant du Hamas dans la bande de Gaza, c'est totalement exclu. Donc ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que concrètement, il devrait y avoir une formule où durant une période temporaire, en tout cas, ce serait des États, l'Égypte et sans doute des États du Golfe, qui géreraient la ville. Bon. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième une sorte de quoi, de garant de l'application de l'accord, c'est-à-dire à partir du moment où il y aurait un accord, où il y aurait une négociation pour essayer de trouver une formule, mais en attendant, il faut bien que quelqu'un gère Gaza. Et donc, pour gérer Gaza, certainement, l'Égypte sera impliquée, je pense peut-être la Jordanie aussi, mais en tout cas, je pense qu'il y aura l'un ou l'autre pays du Golfe qui acceptera également de prendre en main, à la fois sur le plan financier, mais même éventuellement pour le déploiement de quelques forces. Bon. Donc, si vous voulez, il va y avoir... Et on a avancé de ce côté-là. C'est le sentiment qu'on peut avoir. Et il ne faut pas oublier, juste le deuxième point, s'agissant du président Trump, il a également quand même une pression chez lui. Parce que le carnage à Gaza a quand même duré un sacré temps. Et on voit bien qu'aux États-Unis même, il y a une réaction aujourd'hui, une espèce quand même de rejet de ce qui s'est passé et qui montre que les États-Unis sont complices d'une opération qui est quand même très, très difficile d'accepter. Donc je crois qu'il y a aussi ces deux aspects-là qu'il faut prendre en compte. Daniel Ben-Simon, mais Netanyahou, lui, ne souhaite pas que sa coalition vole en éclats. On revient toujours finalement à cette coalition et on a vu justement que Smotrich ou encore Ben Gvir, eux, souhaitent une annexion de la Cisjordanie, ils souhaitent une occupation même de Gaza. Donc en fait, on retrouve toujours cette même problématique politique en Israël. Comment en sortir ? Écoutez, il y a une division de travail presque artistique entre Netanyahou et les belligérants de la coalition. C'est-à-dire, vous devenez fou, vous dites ce que vous voulez, qu'on veut occuper Gaza, et laissez-moi travailler. Ça veut dire qu'il y a un côté, lui c'est le modérateur, c'est l'homme modéré, et les autres, c'est des gens qui disent qu'il faut occuper Gaza de A à Z. Alors je dirais qu'il y a un jeu très fin entre ces trois personnes. C'est les deux de l'extrême droite, et Netanyahou n'est pas moins l'extrême droite, mais je crois que l'opinion publique israélienne, elle est beaucoup plus modérée, et elle est pour un accord entre Israël et le Hamas. Et je crois qu'on va vers ça, il faut trouver le moyen de calmer les choses, et je crois que c'est Smotrich, il peut dire ce qu'il veut, et Ben Gvir aussi, mais en fin de compte, ce sont deux personnes dans une grande coalition de droite, d'extrême droite, très blindée, où Netanyahou a la liberté totale de faire ce qu'il veut, malgré qu'il est du Likoud et non pas d'extrême droite, il est capable de gérer cette coalition. Oui. Vous pensez qu'il est toujours capable de la gérer ? Parce qu'on sait qu'ils sont sortis aussi à un moment donné de la coalition. Là, ils y sont retournés. Donc, on sent qu'il est quand même très contraint, Netanyahou. C'est surtout du cinéma. Ils font du cinéma. Ils jouent pour leur électorat. Ils montrent une certaine conduite très dure. Mais en fin de compte, le jeu politique, c'est que le Likoud, c'est le patron du jeu. Le Likoud est de droite, mais droite assez modérée. Et je crois que c'est, en comparaison avec les autres partis d'extrême droite, et les religieux et les ultra-orthodoxes, il n'y a pas de modération autour. À 20 km autour de ça, il n'y a pas de modération. Alors je crois que, paradoxalement, Netanyahou, c'est le politicien le plus modéré dans cette coalition. Il est capable de prendre des décisions qui reflètent un sentiment général israélien
de trouver un accord, de signer un accord et de terminer avec cette guerre. Général Trinquant, vous êtes d'accord? Est-ce que Netanyahou, est-ce que le changement de contexte, puisqu'il y a eu cette guerre contre l'Iran, il a pu afficher une victoire au sein de son pays, est-ce que ça participerait peut-être au fait qu'il accepterait un certain nombre de compromis, pour l'instant qu'il n'a pas accepté, Benyamin Netanyahou? Mais je pense que ça vient plutôt de l'autre côté. C'est-à-dire que Netanyahou a entraîné M. Trump sur la guerre en Iran. En fait, M. Trump, au départ, ne voulait pas vraiment y aller. Et là, M. Trump a donné des gages. Il a dit, vous avez vu, vous vouliez aller jusqu'au cœur du système, l'Iran. J'ai frappé avec vous. Maintenant, attention, il faut revenir à un problème, parce qu'effectivement, on a un problème avec des Américains, avec des Européens, et il faut arrêter ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Et donc, il faut arriver à sortir par le haut de ce piège qu'est Gaza, parce que pendant qu'il y avait les frappes en Iran, souvenez-vous, on ne parlait plus de Gaza. Mais maintenant, c'est fini. Donc, on reparle de Gaza. Et donc, je pense que, d'une certaine façon, M. Trump, là, a vraiment la main sur M. Netanyahou. Il faut pas oublier que si M. Netanyahou d'Israël a pu se défendre et a pu attaquer, c'est aussi grâce à l'aide américaine. Donc c'est je t'ai aidé contre l'Iran, maintenant tu dois me donner quelque chose. C'est un peu le positionnement de Trump. Je pense même que probablement ça a été un deal qui a été fait avant. Il va falloir donner quelque chose. Alors le quelque chose, il va le voir quelque maintenant. chose, ça va être quoi? Parce qu'on voit que le diable est dans les détails sur ces négociations. Et précisément, je crois que ce deal n'est pas tout à fait terminé. Oui. C'est-à-dire que concrètement, il faut voir ce que donneront les négociations américano-iraniennes à Oslo. Simplement, on sait que les positions sont quand même assez éloignées. Pour le moment, les Américains exigent, les Israéliens aussi, mais exigent la fin totale de l'enrichissement de l'uranium. On sait que les Iraniens n'ont nullement l'intention de lâcher là-dessus. Donc, il y a quand même un point d'interrogation sur le résultat de ces négociations. Et vous pensez que c'est lié, ces négociations avec les Iraniens sont Non, mais je pense que M. Netanyahou dira certainement au président Trump, écoutez, je veux bien faire un geste là, mais s'il s'avère que les négociations du côté iranien ne donnent pas les résultats escomptés, eh bien à ce moment-là, ne faites pas d'illusions, j'ai l'intention de redémarrer. Bon. Donc je crois que ça fait partie un peu d'une discussion telle qu'on peut l'imaginer avec un deal global, si je puis dire. Alors, quel pourrait être, Daniel Ben-Simon, Karim-Émile Bittard n'est toujours pas avec nous, on l'attend en direct de Beyrouth. Quelle serait justement cette gestion de Gaza? Parce que Trump a parlé de Côte d'Azur du Moyen-Orient, donc en fait, il voulait pousser, en tout cas c'était dans sa déclaration, les Gazaouis à quitter Gaza. Une partie, Benyamin Netanyahou, manifestement, ne serait pas contre, et puis une grande partie, effectivement, de sa coalition serait aussi favorable. Quel est finalement le projet? Donc ça serait un cessez-le-feu, un point c'est tout, ou est-ce ça pourrait s'ouvrir sur un projet politique? Je crois que ce serait mieux pour les Israéliens un projet politique, c'est-à-dire un arrêt total de la guerre, et puis on essaye d'ouvrir une nouvelle page entre Israël et Gaza, et l'image d'Israël qui doit se rétablir et changer de ce qui se passe aujourd'hui. Mais je dirais que Netanyahou, il a 76 ans, il approche la fin de sa carrière politique, il a encore un mandat. S'il gagne les prochaines élections, et ça c'est en doute, il est très mal dans les sondages, il est perdant dans les sondages. Alors je dirais qu'il a quelques mois pour corriger son image et l'image de son parti et l'image d'Israël. S'il le fait, il peut passer encore 3-4 ans en tant que Premier ministre et puis dire adieu à la politique israélienne. Ça fait déjà 20 ans qu'il est là avec nous et je crois que beaucoup d'Israéliens en ont marre. S'ils ne voient que Netanyahou, ils ont grandi avec Netanyahou, ils sont morts avec Netanyahou. Alors je dirais qu'il est conscient de cette image jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alors c'est vrai que ses cheveux, il a l'air d'un jeune homme de 25 ans, il s'arrange constamment, mais il est conscient il approche la fin de sa carrière politique. Depuis 1900, je crois que 50 ans dans la politique, c'est déjà assez, et 20 ans comme Premier ministre. Voilà. C'est très raisonnable là, ce que vous dites, Daniel Ben-Simon. Il ne résonne peut-être pas exactement comme vous le dites, Benyamin Netanyahou. Est-ce qu'il n'a pas, au contraire, envie de rester au pouvoir? C'est ça, quand même. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Oui. Jusqu'à quand? Vous savez, dans les sondages, il est perdant dans tous les sondages. Et il y a un projet de loi qui va passer à la Knesset pour limiter le temps en tant que Premier ministre. Alors, je crois
il court des dangers partout. Et dans sa coalition et au-delà de sa coalition. Je dirais qu'il veut terminer avec une note positive et avec, comme l'Iran, l'affaire de l'Iran lui a donné beaucoup de points. Et je crois que c'est sa façon de terminer sa carrière politique serait avec un grand geste. Est-ce que ce sera Gaza? Est-ce que ce sera les Palestiniens? Il faut voir. Général Trinquant. Oui, moi j'aimerais beaucoup la vision très optimiste qui nous est donnée, mais de même que je pense que pour M. Netanyahou, stratégiquement, la sécurité d'Israël repose sur la guerre. Actuellement, Israël combat sur 7 fronts. C'est absolument colossal. De même, sa survie, à lui, ne tient que s'il est dans cette guerre. Parce qu'il a besoin de maintenir ça. Et c'est vrai que sa coalition est extrêmement fragile, mais elle est là. S'il va à de nouvelles élections, de toute façon, il a perdu. Donc il a intérêt à poursuivre cette guerre actuellement parce que, pour lui, c'est un peu sa survie politique qui est en jeu. Oui, la seule chose, c'est qu'en réalité, celui qui a quand même les principales cartes aujourd'hui, c'est le président Trump. On sait très bien qu'effectivement, même dans ce dernier conflit, s'il n'y avait pas eu le soutien financier et militaire des États-Unis, il n'y aurait pas eu les mêmes résultats ni en Iran, ni dans le conflit avec Gaza. Donc je pense que le président Trump, pour le moment, a visiblement une priorité qui est très claire, c'est quand même finalement la compétition avec la Chine. Et de ce point de vue-là, il aimerait beaucoup quand même se retirer, pas totalement, mais en tout cas partiellement du Moyen-Orient, en l'occurrence d'Irak et de Syrie. Et donc, pour ce faire, il rêve d'une coalition entre Israël et les pays du Golfe pour assurer, si vous voulez, une forme de retenue vis-à-vis de l'Iran. Et pour ce faire, il est obligé quand même de traiter la question palestinienne parce que le prince Mohammed Ben Salman a toujours été très clair là-dessus. Il est prêt à des arrangements, mais n'empêche qu'il ne peut pas se permettre, en tant que futur gardien des lieux saints, de vendre la Palestine. Et il est clair que ça va être, à mon avis, le sujet essentiel. Mais est-ce qu'il y a un nouveau plan Trump, là, justement, pendant cette entrevue? Parce que le dernier, c'était tout de même ce méga projet avec le MBS Ring. Donc, c'était vraiment une espèce de méga projet immobilier pour Gaza, à la fois avec le prince héritier saoudien, mais aussi avec l'Émirati, une zone aussi industrie de production manufacturière Elon Musk, de voitures électriques. Enfin, tout ça a été très business, Général Trinquant. Donc, est-ce qu'on en est encore là ou est-ce qu'il y a autre chose? Écoutez, je pense qu'il faut un peu voir progressivement les choses. Quelque chose d'important pour l'instant qui est le cessez-le-feu, la libération des otages et le cessez-le-feu pour que la situation à Gaza ne soit plus la catastrophe qu'elle est actuellement. Donc ça peut être totalement temporaire, ça, ce cessez-le-feu. On est d'accord. Et ensuite, des négociations sur la suite avec tous les intervenants, que ce soit l'Arabie Saoudite, la Jordanie, l'Égypte, le Qatar, les Européens, les Américains. Je pense que le projet final n'est pas complètement bouclé du tout. Il va être l'objet de négociations. Oui, et puis j'ajouterais qu'on ne parle plus beaucoup du projet farfelu de Riviera au Moyen-Orient. Ah oui, on en parle pas beaucoup. On n'en parle quasiment plus. Et d'autre part, je constate que le plan arabe, lui non plus, on n'en parle pas beaucoup. En tout cas, on ne voit pas beaucoup de mise en œuvre. Donc, que reste-t-il comme plan? Donc, il y en a un nouveau? Non, mais ce qui veut dire que je suis tout à fait d'accord avec le général, c'est-à-dire qu'en réalité, les choses se feront par étapes. Il faut d'abord sortir de la crise de Gaza. Il y aura une gestion de Gaza qui se fera en partie avec les pays voisins ou les pays du Golfe. Et il y aura une négociation sur l'avenir. Et c'est là, dans la négociation sur l'avenir de la question palestinienne, où l'élément essentiel se fera entre Trump et Mohammed Ben Salman. Parce qu'effectivement, c'est une relation transactionnelle dans laquelle le futur roi d'Arabie, futur gardien des lieux saints, voudra obtenir quelque chose de significatif pour les Palestiniens. Alors jusqu'où, ce qui sera acceptable ou pas à Netanyahou ou à un successeur, on n'en sait rien. Mais en tout cas, les choses vont se faire par étapes. Et il est clair dans l'esprit des RDC-oudiens que la reconnaissance par eux d'Israël se fera parallèlement à la reconnaissance d'un État palestinien. Donc si vous voulez accélérer le processus... C'était aussi le projet de la France, peut-être également, de reconnaître un État palestinien aussi. Projet qui avait été annulé parce qu'il y a eu cette guerre contre l'Iran. Ils devaient se rencontrer, MBS, aux Nations Unies à New York. Donc on reviendrait sur cette idée d'un État palestinien et d'un État israélien, vous pensez? En tout cas, c'est le projet de la conférence internationale.
On sait qu'effectivement, le gouvernement de M. Netanyahou n'y est absolument pas favorable. Le président Trump, lui, n'y est pas particulièrement favorable, mais pour lui, il ne faut pas l'oublier, sa visite dans le Golfe a été très importante. Pour lui, et comme il raisonne en businessman, il sait très bien, comme on dit, qu'Israël coûte cher aux États-Unis alors que l'argent vient des États du Golfe. Donc, ce qui fait que les partenaires du Golfe sont des partenaires essentiels pour le président Trump, et donc la négociation se fera quand même sur cette base-là d'abord. Karim Bitar, vous nous avez rejoint, me dit-on, professeur de relations internationales à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, à Sciences Po Paris, chercheur associé à l'IRIS. Vous êtes avec nous en direct, par téléphone, en direct de Beyrouth. Un mot justement, vous prenez l'émission en route sur ces négociations entre Netanyahou et Trump. Sur ce plateau, tout le monde a l'air d'accord de dire que Trump est vraiment celui qui va faire pression sur Netanyahou pour qu'un accord de cessez-le-feu ait lieu. Quelle est votre analyse? Est-ce qu'il aura, oui ou non, lieu ce cessez-le-feu? Est-ce qu'il pourrait déboucher sur quelque chose de plus global? Oui, bonsoir Stéphanie. Alors les problèmes techniques m'ont empêché d'écouter les interventions des autres panélistes, mais ce que je peux dire sur ce sujet, c'est que Trump et Netanyahou sont deux animaux politiques qui se connaissent très bien, qui ont beaucoup de points communs. Trump est aujourd'hui déterminé, je ne dirais pas à forcer la main de Netanyahou, mais quand même à essayer de lui extorquer le plus grand nombre de concessions possibles. Il estime qu'il a déjà fait beaucoup pour Israël, notamment en attaquant l'Iran, et il souhaiterait aujourd'hui, vu son incapacité à obtenir un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine, un déblocage au Proche-Orient. Il n'est pas certain toutefois que M. Netanyahou joue le jeu, car il pourrait être tenté d'utiliser comme à l'habitude des manœuvres dilatoires, quand bien même on libérerait un grand nombre d'otages. Sa priorité est la survie de sa coalition gouvernementale. Karim Bitar, un mot justement, puisque vous parliez de Netanyahou, quid du Hamas, justement, qui eux aussi avaient leurs conditions, ont modifié leurs conditions, souhaitent justement qu'il y ait une aide humanitaire qui vienne de l'ONU. Donc eux aussi ont modifié leurs conditions. Donc que sont-ils prêts à accepter aussi ? Alors ça c'est intéressant parce que le Hamas se retrouve ironiquement dans une situation assez similaire à celle de M. Netanyahou. S'ils acceptent ce cessez-le-feu, ils auront des problèmes considérables en interne et ils auront du mal à maintenir ce qui reste de leur contrôle sur la bande de Gaza. Ils devront eux aussi rendre des comptes à leur population. Donc il pourrait y avoir de part et d'autre des réticences à accepter cette idée de cessez-le-feu. Toutefois, les États-Unis disposent d'un grand nombre de leviers sur Israël et à travers le Qatar sur le Hamas. Donc, si M. Trump est véritablement déterminé à arracher un cessez-le-feu, il pourrait leur forcer la main. Mais comme à l'habitude, on est souvent dans des velléités et on ne va pas au bout, on passe d'une idée à l'autre. Donc, il va faire de son mieux, il va accentuer les pressions, mais cela ne garantit rien, car Netanyahou et Hamas sont tous les deux prisonniers de calculs politiques mesquins en politique interne israélienne et palestinienne. Daniel Ben-Simon, le Hamas, justement, il voulait l'éradiquer, Benyamin Netanyahou. Donc, quid, justement, du Hamas dans une nouvelle organisation politique à Gaza ? Écoutez, il y a une organisation politique juste à côté qui est à Ramallah. Elle s'appelle l'autorité palestinienne. Et les Américains et les Israéliens ont effacé cette autorité, mais elle est là. C'est avec eux qu'on a signé l'accord d'Oslo. C'est Abou Mazen le patron, et Netanyahou ignore totalement cette autorité. Alors je dirais que la première chose, c'est décider qui seront le nouveau patron des Palestiniens. Est-ce que c'est l'autorité laïque ou est-ce que c'est le Hamas religieux des Palestiniens? Et deuxième chose, c'est que les Israéliens se sont débarrassés de tous les premiers ministres qui ont précédé Netanyahou suite à la question palestinienne qui n'a pas été résolue. Netanyahou risque d'être la prochaine victime de cette colère israélienne. C'est-à-dire que le problème palestinien est toujours avec nous. Alors, est-ce qu'il est capable de trouver la solution ou sinon, il va rejoindre ses prédécesseurs et quitter la politique, il perdra les élections. Alors, je dirais que les enjeux sont très clairs, en tout cas dans les sondages.
Un mot, on apprend à l'instant que Steve Witkoff, donc l'émissaire de Trump, va se rendre à Doha, au Qatar. Qu'est-ce que ça signifie? C'est plutôt que s'il envoie un émissaire, ça devrait avancer, parce que Donald Trump a dit cette semaine ou dans les semaines à venir. On apprend aussi, c'est une déclaration à l'instant de la Maison-Blanche, que terminer cette guerre à Gaza est la plus grande priorité pour Trump. Absolument. Donc cet envoi de Witkoff... Oui, non, mais très clairement, je crois qu'on l'a dit juste avant, il va faire, je pense, le président Trump va faire pression sur Netanyahou pour qu'il amende sa position actuelle, mais en même temps, il envoie Witkoff également au Qatar pour faire en sorte que les Qataris aident à faire pression sur le Hamas pour qu'on trouve effectivement une solution. Et la solution, on l'a déjà évoqué, c'est le fait que le Hamas ne soit plus le gérant de Gaza, que ses dirigeants aillent se réfugier au Qatar ou ailleurs. Donc ça voudrait dire les exfiltrer. Les exfiltrer, absolument. Et ça signifie qu'il faudra effectivement recréer une autorité palestinienne. Alors, on l'a dit, aujourd'hui, le président actuel de l'autorité palestinienne est discrédité. Le Hamas... Mahmoud Abbas, donc. Oui, Mahmoud Abbas. Le Hamas, on n'en veut pas, mais il y a d'autres solutions. On sait que les Émiriens aimeraient beaucoup voir que M. Dahlan revienne sur la scène. Il y a toujours l'option de M. Barghouti, qui est considéré comme le Mandela des Palestiniens. Prisonnier, il est prisonnier aujourd'hui des Israéliens, mais encore une fois, si l'on recherche une formule pour essayer de trouver par étapes la reconstitution d'une autorité palestinienne, il y a quand même des options qui existent sur la table. Un mot justement, Karine Bittard, sur cet avenir de Gaza. J'en disais un mot il y a un instant, puisque le projet de Donald Trump, au départ, ici sur ce plateau, on avait l'air de dire qu'il n'en parle plus de cette Riviera, de cette côte d'Azur à Gaza. Mais quel pourrait être le projet américain, donc alternatif ? Alors, par rapport à ces deux scénarios qui ont été évoqués, je pense qu'il faut essentiellement redonner aux Palestiniens un sens que leur dignité nationale n'est pas bafouée. Et en ce sens, le scénario Barghouti serait beaucoup plus acceptable par l'opinion publique palestinienne et dans le monde arabe que l'option Dahlan. Dahlan est perçu comme un homme de main des Émirats arabes unis. Il est assez impopulaire en politique intérieure et on donnera à nouveau l'impression que ce sont les puissances régionales qui sont en train de donner le là. La clé du succès sera de convaincre les puissances régionales de contribuer au financement de la reconstruction de Gaza, tout en octroyant aux Palestiniens un véritable droit de regard, une autodétermination. C'est pour cela qu'une libération de Marwan Barghouti, même si je pense que ce n'est pas Nelson Mandela, aurait une importance symbolique beaucoup plus forte que de ramener Mahmoud Dahlan dans les fourgons de l'étranger, car cela serait très mal perçu. Pour ce qui est du projet de Riviera, c'est vrai que Trump n'en parle plus quotidiennement, mais c'est quand même hallucinant de voir qu'en 2025, nous avons encore le Boston Consulting Group avec l'aide de Tony Blair qui produisent des slides qui commodifient la vie d'un être humain, qui nous disent qu'on va tokeniser, transformer en bitcoin l'immobilier à Gaza, qu'on va essayer de réduire les coûts en expulsant 500 000 personnes, on pourra économiser 18 000 $ par individu. On est dans un cynisme véritablement absolu. C'est pour cela que je disais qu'il faut commencer par cautériser les plaies, par donner aux Palestiniens le sentiment qu'ils ont été entendus, que leur dignité est prise en considération. Et pour cela, libérer Marwan Barghouti serait un premier pas dans la bonne direction. Alors, vous avez abordé deux sujets. On va revenir sur Marwan Barghouti. Je vous poserai la question à Daniel Belt-Simon, mais à un moment, tout de suite, une réaction générale. C'était un article du Financial Times auquel a fait allusion Karine Bittard, qui affirme que l'équipe de Tony Blair, en tout cas 2 de ses membres, faisait partie d'un groupe WhatsApp et que donc, avec l'aide du cabinet de conseil BCG, ils avaient participé en tout cas à cette espèce de hub disant qu'il fallait soutenir ce projet de Riviera. Alors il le nie, mais sans dire qu'il n'était pas dans les groupes WhatsApp. D'ailleurs, il le nie tout en niant pas totalement. Voilà. Écoutez, c'est très très triste, mais chaque fois qu'il y a des crises, il y a des gens qui font beaucoup d'argent avec les crises. Et donc, vous avez le BCG qui travaille sur un projet, il est payé pour ça. Donc, il rend des tas de slides comme ils savent faire.
en présentant des sujets, mais je crois que ça ne va pas très au-delà. Je répète, je disais tout à l'heure, s'il y a un cessez-le-feu, ça sera déjà une grande victoire. Oui, mais il y a déjà eu 2 cessez-le-feu, général. Non, et à chaque fois, c'était l'étape d'après ou la troisième étape qu'il faut Non, mais attendez, plus. les cessez-le-feu précédents, je rappelle que ce sont les seuls qui ont libéré des otages. Bien sûr, il faut pour la revenir à ce libération des otages. sujet principal quand même. Hein. Et là, c'est de libérer des otages. Et ensuite, d'amener de l'aide humanitaire. Et puis après ça, tout ceci sera mis sur la table. Juste pour revenir sur ce qui se passe à Washington aujourd'hui. Le président Trump, il a 3 dossiers sur la table. Il a l'Ukraine, il a Gaza et il a l'Iran. L'Ukraine, avec M. Poutine, il s'aperçoit qu'il n'y a rien qui n'avance, qu'il ne peut pas discuter. Avec l'Iran, il a cassé une bonne partie du dispositif nucléaire iranien. On va négocier, mais on a le temps. On va voir, parce qu'ils n'auront pas l'arme nucléaire demain, dans quelques mois, dans quelques années. Là, Gaza, on peut avoir quelque chose maintenant. Et je peux avoir quelque chose maintenant. Pourquoi ? Parce que Netanyahou m'est redevable et parce que les pays arabes de la région le veulent et un certain nombre de pays. Donc ça va être sa priorité. Je rappelle que M. Trump, le faiseur de paix, doit obtenir quelque chose. Et s'il peut obtenir quelque chose, aujourd'hui, sur le court terme, c'est là et pas ailleurs. Daniel oui, vous vouliez réagir d'abord, Non, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse-là. Je dirais juste 2 choses. C'est qu'effectivement, il y a beaucoup de consultants américains qui profitent beaucoup des largesses et de l'argent disponible, notamment dans le Golfe. Donc ce n'est pas une surprise, mais ce n'est pas important, si je puis dire. C'est simplement une question l'équipe d'argent. de Tony Blair, là, on est avec les Britanniques. Là. Oui, d'accord, enfin les anglo-saxons de façon générale. Et deuxièmement, effectivement, je pense que le président Trump veut vraiment, cette fois-ci, aboutir à un accord. Il y a néanmoins quand même une certaine incertitude. D'abord parce que lui-même s'est déjà fait manipuler une fois par Netanyahou et que d'autre part... À quel moment vous parlez de quoi exactement ? Quand il s'est laissé entraîner en Iran, très clairement. Il ne le souhaitait pas, vous pensez, finalement, il ne souhaitait Trump pas, au début, non. Il ne souhaitait pas de nouvel engagement militaire américain au Moyen-Orient. Donc, a priori, il ne le souhaitait pas, mais il s'est fait manipuler, il s'est laissé entraîner. Et donc là, il pense que Netanyahou lui est redevable. Ah bah oui, bien sûr. C'est le deal. Et d'autre part, M. Netanyahou, il ne faut pas l'oublier, n'a pas renoncé totalement à finir le travail, pour employer sa formule. Donc naturellement, il saisira toute occasion de problème, que ce soit dans la négociation avec le Gaza ou avec les Iraniens, pour essayer de finir le travail, entre guillemets. C'est-à-dire changer le régime, c'est ça, finir le travail ? C'est ce qu'il espère, ou en tout cas continuer à détruire un peu plus encore de capacités nucléaires ou balistiques, parce qu'on oublie le volet balistique qui est quand même très important aussi, des Iraniens. Donc si vous voulez, il y a quand même une incertitude, mais il y a cette volonté du président Trump qui se veut en faiseur de paix, qui veut absolument avoir un prix Nobel de la paix. Alors, simplement, la formule optimiste, c'est de dire on peut aller vers un apaisement dans la région. Le problème, c'est que ça signifie 2 choses. Ça signifie un arrangement avec les Iraniens et ça signifie une solution qui aille au prince héritier saoudien pour la question palestinienne. Or, ce sont pour le moment les 2 sujets sur lesquels Netanyahou ne veut rien entendre. Donc, tout va dépendre de la façon dont le président Trump va lui forcer la main, tendra le bras à la chose. Alors, il en a les moyens. Simplement, il y a un élément d'incertitude dans le comportement du président Trump. Daniel Ben-Simon, pour revenir juste sur cette libération de Marwan Barghouti dont a parlé il y a un instant Karim Emile Bitar, pourquoi est-ce que Netanyahou refuse finalement de le libérer alors qu'effectivement c'est un nom qu'on entend depuis vraiment des mois ? Écoutez, j'ai assez de problèmes avec les chefs politiques israéliens. Je pense que je serais un peu... je réfléchirai 2-3 fois avant de rentrer dans les problèmes palestiniens. Marwan Barghouti, je l'ai connu personnellement. On a fait un passage ensemble dans la politique. Son hébreu est parfait. Il a fait un trajet assez long dans la politique israélienne. Et depuis qu'il est en prison, il ne joue plus aucun rôle, surtout avec Netanyahou. Alors je dirais que j'ai mes problèmes avec les politiciens israéliens. Je laisse tomber Barghouti, je laisse ça pour quelqu'un d'autre. Et pour terminer, je devais dire qu'il faudrait que cette rencontre Trump-Netanyahou s'achève avec quelque chose de très fort. Ça veut dire pas seulement un cessez-le-feu, mais une promesse d'un arrêt total de la guerre, d'un retour des Palestiniens à Gaza et peut-être de tourner la page.
parce que nous avons passé 1 an et demi, nous et les Palestiniens. Terrible, horrible, horrible, horrible. Et je crois que, heureusement que Trump, il veut le prix Nobel de la paix, c'est le seul billet pour pour terminer la guerre. Alors je dirais qu'il faut aller vers le positif et non pas se coincer dans les petits points. On a besoin de sortir de Gaza, de dire aux Israéliens ça suffit, de dire aux Palestiniens prenez les choses en main et d'essayer de résoudre les problèmes. Un mot, Karim Emile Bitar, parce qu'on arrive à la fin. Donc, vous êtes plutôt optimiste ou pas sur ce qui va se passer sur cette entrevue à huis clos entre les deux dirigeants? Il y a cette question de l'aide humanitaire. Le Hamas demande à ce que ça soit l'ONU à nouveau qui reprenne cette aide, ainsi que des ONG. Ils ne veulent plus de cette association soutenue par les Américains et les Israéliens. Est-ce que là-dessus, Netanyahou pourrait céder ? Là aussi, c'est quelque chose de fondamental car ça nous ramène à la question de la dignité humaine. Cette organisation GHF est perçue par les Palestiniens comme étant une sorte de piège entraînant les gens vers une mort certaine. Encore une fois, je suis d'accord sur le fait que ces slides du BCG, c'est peut-être uniquement anecdotique, mais il ne faut pas sous-estimer dans l'opinion publique internationale jusqu'à quel point ces anecdotes donnent le sentiment que les êtres humains de chair et de sang qui vivent dans cette région du monde sont considérés comme des commodités, qu'on a tendance à se réunir entre consultants, entre dirigeants occidentaux et à décider du sort de centaines de millions de personnes sans leur parler, sans discuter avec eux, sans prendre en considération leurs besoins socio-économiques élémentaires. On ne distribue pas des rations alimentaires comme au Moyen-Âge en les rassemblant et en leur tirant dessus. Et aujourd'hui, on a des preuves accablantes selon lesquelles cette organisation était pilotée par des personnages extrêmement sulfureux. Donc, il est bien évident que c'est l'ONU qui doit redevenir en charge de cette distribution et que les discussions sur l'avenir de la bande de Gaza doivent se faire avec des représentants légitimes des populations de la région et non pas dans des huis clos, dans des chambres closes, car la question de fond, c'est de reconnaître les aspirations nationales des peuples de cette région qui en ont assez d'être des pions sur l'échiquier et qui ont la nausée à cause de ce cynisme des dirigeants internationaux et aussi du cynisme de leurs propres dirigeants. Le temps est venu de faire émerger une nouvelle classe politique palestinienne et israélienne, car elles sont toutes les deux discréditées, mais cela passe par un engagement international, un retour au droit, aux résolutions des Nations Unies et aux normes internationales nées après la Seconde Guerre mondiale. Merci Karim Emile Bitar de nous avoir rejoints dans cette émission. Daniel Ben-Simon, merci beaucoup. Général Trinquant, Bertrand Besancenot, merci à vous tous de nous avoir suivis. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette entrevue entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump et l'émissaire de Trump, Steve Witkoff. On l'apprend ce soir, donc envoyé à Doha, au Qatar. Restez avec nous et vous retrouvez cette émission sur les réseaux sociaux et également en podcast. Je vous dis à demain.